les marchés extérieurs, comment mettre en place des méthodes et des stratégies qui vont justement permettre de lever les contraintes. Et je vous souhaite une très belle formation. Alors, pour planter rapidement le décor, il faut dire avec beaucoup d'humilité que l'Afrique aujourd'hui a énormément de challenges. Au rang de ces challenges, le marché à l'interne de l'Afrique est un défi majeur quand un entrepreneur veut faire de l'investissement. Et la compréhension de ce marché interne à l'Afrique est prioritaire dans le positionnement d'un investissement selon les pays ou selon les secteurs d'activité. Et donc cette formation a pour enjeu essentiellement d'informer suffisamment les investisseurs ou les entrepreneurs de chaque pays sur les réalités de la zone de libre-échange africaine pour justement qu'ils puissent prendre cause et effet des choses parce qu'il y a matière à redire sur un certain nombre d'éléments. Nous allons échanger sur la notion même du marché extérieur. Nous allons parler donc de la ZLECA, donc la zone de libre-échange continentale africaine, les contraintes liées à ce marché. Nous allons comprendre en fait cette ZLECAf, quels sont ses objectifs réellement. Et nous allons finir avec les méthodes et les stratégies dans le but de pouvoir sauter les barrières de ce marché puisque c'est ça l'objectif. Alors pour aborder le premier point, nous allons essentiellement rappeler que le marché extérieur ou la notion de marché extérieur fait appel à un marché qui serait hors des frontières nationales, du siège d'une entreprise. Il représente le marché international par opposition au marché intérieur ou au marché domestique. Alors, il faut dire sans appel que nous pouvons avoir dans la structuration 3 niveaux de marché extérieur. Si nous prenons l'exemple d'un pays A qui se situerait par exemple en Afrique de l'Ouest, grand département africain, et nous prenons le pays A, nous pourrons dire que le marché extérieur du pays A est constitué par l'ensemble des pays qui gravitent autour de ce pays A, donc les pays limitrophes. Pour l'exemple du Togo, nous parlerons du marché extérieur au Burkina Faso, ou bien qui est le Burkina Faso au nord, le Bénin à l'est, et puis le Ghana à l'ouest, par exemple. Et donc le marché extérieur peut s'étendre au-delà des pays limitrophes. Donc on peut aller en Côte d'Ivoire, on peut tomber sur le Mali, enfin oui, le Mali, puisque nous partageons la même zone avec le Mali. On peut tomber sur le Niger, par exemple. Donc le marché extérieur, il faut dire qu'il a 3 niveaux. Il y a d'abord le marché extérieur régional, nous avons le marché extérieur africain et nous avons le marché extérieur mondial. Le marché extérieur régional est constitué donc par les organisations que les États ont pu faire au sein de l'Afrique sur l'ensemble de la cinquantaine de pays. Nous savons qu'il y a des corpuscules d'organisations économiques ou politiques. Et donc, ce sont déjà des marchés extérieurs régionaux. L'Afrique en elle-même, en tant que organisation continentale, est un marché également extérieur pour l'ensemble de ses enfants. Et au niveau mondial, les continents, chaque continent représente donc un marché, les continents les uns pour les autres. C'est la définition rapidement qu'on peut faire ou la compréhension qu'on peut avoir de ce que l'on appelle marché extérieur. Comment donc comprendre ce que nous appelons la ZLECAf ou bien la ZLECAf? Il faut comprendre que la ZLECAf est une zone de libre-échange au niveau africain. Cette ZLECAf ou ZLECA, elle prend beaucoup de noms. Souvent, on peut dire ZLEC ou ZLECA ou ZLECAf. Il faut dire que c'est un projet de libre-échange sur l'ensemble du continent africain qui a été pensé depuis le 1er janvier 2021. Et il faut dire que le 1er janvier 2021, cette ZLECAf a pris fonction réellement à partir de la ratification des pays membres. Il faut dire qu'à sa naissance, tous les pays africains n'ont pas accepté rentrer dans la signature de cette zone de libre-échange qui allait apporter un profit substantiel à la zone économique africaine. Et nous allons donc évoquer cela dans les contraintes pour expliquer en fait la pesanteur sur cette zone de libre-échange qui doit normalement permettre une croissance de l'économie, mais qui se retrouve en fait, voir des pays qui refusent la ratification, on va aussi comprendre les raisons. Sinon, en temps normal, c'est depuis le 1er juillet 2020
que cette ZLECA devait normalement voir le jour, mais pour cause de pandémie, elle a été reportée et effectivement, elle a vu ses marques le 1er janvier 2021. Il faut donc dire que cette zone regroupe essentiellement 5 grandes parties. Et si nous prenons la carte de l'Afrique, je pense que dans les prochains slides, vous verrez une carte de l'Afrique avec les démembrements donc, de cette zone-là. Il faut dire qu'elle regroupe 5 grandes parties parce que l'Afrique a été organisée en 5 grandes zones économiques. La première zone, c'est la zone tripartite de libre-échange, en fait, qui est une zone qui regroupe 3 petites zones. On a la CAE, donc la CAE qui est plutôt la communauté d'Afrique de l'Est, pardon, CAE. La communauté du développement d'Afrique australe qui est la SDC. Nous avons ensuite le marché commun de l'Afrique orientale et australe qui est la COMESA. Et donc ces 3 entités forment la première grande partie sous-régionale de l'Afrique qu'on appelle la zone tripartite de libre-échange. À un deuxième niveau, nous avons la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEEAC. La CEEAC, CEEAC, est une zone donc qui regroupe les États de l'Afrique centrale. Ensuite vient la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, dans cette organisation de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite vient l'Union du Maghreb et arabe et enfin la communauté des États sahélo-sahariennes. Il faut dire que ces 5 grands ensembles sont une petite fragmentation de l'Afrique dans le but de pouvoir organiser et favoriser ce que nous appelons la zone de libre-échange. Il faut donc se questionner concrètement sur ce que nous pouvons appeler par objectif de ce projet. Quel donc a été l'objectif de cette fragmentation de l'Afrique? Quel a donc été l'objectif ou bien qu'est-ce qui a poussé ou impulsé la mise en place de ces corpuscules de zones économiques de libre-échange qui doivent interagir entre elles? L'objectif du projet, il faut le dire, est essentiellement à terme de pouvoir intégrer les 55 États de l'Union africaine au sein de la zone de libre-échange. Et donc, entre autres objectifs, il faut énumérer l'élimination progressive des tarifs douaniers et des barrières non tarifaires. Et là, nous commençons par tomber même dans le fond de l'objectif de cette conférence. 1. Au rang des premiers objectifs de la ZLECAf, de la zone de libre-échange continentale au niveau africain, il faut se dire que c'est d'abord à viser de l'élimination progressive des tarifs douaniers et des barrières non tarifaires. Ensuite, l'amélioration de la coopération dans le domaine des obstacles techniques au commerce et des mesures sanitaires et phytosanitaires. Ensuite, nous pouvons observer que ce projet a été impulsé par un objectif de développement des chaînes de valeur au niveau régional et continental et enfin a été impulsé par le renforcement des tarifs, du développement et l'industrialisation de l'Afrique. Ces objectifs ont pour objectif global de pouvoir impulser au niveau africain une consolidation de l'économie, un libre-échange et une interpénétration des peuples par l'économie. Et donc, cela voudra dire que cette zone devait en fait connecter l'Afrique de part en part, augmenter les volumes d'échange et pouvoir les fluidifier. Maintenant, nous allons nous rendre compte que les objectifs depuis la ponte de la ZLECAf, depuis janvier 2021, n'ont pas toujours été à jour. Pour quelles raisons? Ce qui nous lance dans la suite de cette conférence. Nous allons donc échanger sur les contraintes réelles de cette ZLECAf. Alors, nous savons très bien qu'en Afrique, si nous souffrons d'un mal qui est profond, c'est la mise en application des règles ou des lois qui ont été votées ou mises en place. Et ça, nous savons que ça, c'est l'un des maux de nos États africains. D'abord, nous allons remarquer depuis la mise en place de la ZLECAf qui devait favoriser l'écosystème entrepreneurial, motiver davantage les investisseurs et permettre aux entrepreneurs de se diversifier dans tous les pays d'Afrique et créer une seule unité économique. Il faut comprendre qu'on a remarqué et décelé aujourd'hui ce qui constitue un grand poids, le manque de coordination des pays. Le manque de coordination des pays parce que vous avez en fait les pays africains qui ont des réalités politiques totalement différentes, qui ont des réalités socio-économiques totalement différentes et un poids
hein, donc ou un poids stratégique de gestion, ok, qui est aussi très différent selon les pays, selon les contextes et selon les temps. Ce qui fait que les présidents ou les États ou les institutions chargées de pouvoir rendre opérationnelles les décisions de cette ZLECAf ou les principes, les règles, les accords, justement, il y a un problème de coordination au niveau africain. Et ce problème, nous ne pouvons pas dire que c'est un problème isolé parce que le problème de coordination se note partout dans les pays, dans les projets qui sont même exécutés au sein des nations, au sein des pays. Et aujourd'hui, il faut dire que c'est un frein au développement de l'entrepreneuriat et nous allons penser à proposer des solutions plus tard sur comment les entrepreneurs peuvent donc se départir de cette contrainte et pouvoir construire des entreprises au-delà de ces contraintes qui pèsent sur l'évolution de l'entrepreneuriat. Un autre problème, c'est un problème de logistique et une faiblesse des moyens de transport. Il faut dire qu'aujourd'hui, pour connecter les pays, et comme nous le savons, l'une des dimensions les plus fondamentales quand il s'agit de faire du développement économique, c'est la connectivité. C'est les routes, ce sont les infrastructures. Et quand on parle de marché extérieur, c'est que nous parlons de extra-frontières. Et donc, quoi de mieux que de la logistique pour pouvoir transporter les produits, les hommes, les biens? Quoi de mieux que des voies bien réalisées? Et vous savez, en Afrique, nous avons très peu de kilomètres de route par habitant. Alors que dans certains pays voilà, développés, on peut voir par habitant jusqu'à 1000 km de route. Dans les pays africains, vous allez trouver à peine 30, 40, 50, en tout cas moins d'une centaine de kilomètres. À peine de kilomètres de route par habitant. Donc ce qui rend en fait la situation critique au moment où on veut interconnecter économiquement les pays d'Afrique. Un autre problème, c'est le risque de retard aux douanes. Vous vous imaginez qu'aujourd'hui, malgré la zone de libre-échange qui a été implémentée depuis 2021, les taxes douanières sont totalement élevées, ce qui en fait des barrières extraordinaires pour des entrepreneurs qui démarrent les business ou ce qui découragerait essentiellement les investissements d'un pays à un autre. Et il faut dire qu'aujourd'hui, la gestion de nos douanes sont catastrophiques, avec beaucoup de corruption et des retards vraiment indescriptibles. Vous pouvez aller pour un camion qui doit passer une frontière, faire entre 30 et 45 jours pour faire des formalités, alors qu'en réalité, la norme aurait voulu, ou bien quand on fait la comparaison avec les pays développés, on pourrait se rendre compte que 10 jours maximum, quelles que soient les complications, voilà, un chargement peut donc traverser la frontière. Mais en Afrique, c'est tellement compliqué à nos frontières de pouvoir faire passer donc, les marchandises, tellement les formalités sont lentes et puis difficile à porter. Un autre problème, c'est la faiblesse de la connectivité de nos ports. Parce qu'un autre moyen de transport, c'est la route. Mais si la route et les moyens logistiques modernes n'existent pas, on peut quand même utiliser les moyens voilà, de la mer. Donc on peut utiliser les navires. Et donc au moment d'utiliser ces moyens-là, donc par le truchement des ports, on se rend compte que les ports africains ne sont pas très bien connectés entre eux. Et ce qui rend vraiment aussi difficile cette solution. Et donc aujourd'hui, il y a un réel défi dans la gouvernance, il y a un réel défi dans les stratégies, il y a un réel défi dans les mécanismes stratégiques d'opérationnalisation des règles qu'on se prend. On peut encore comprendre que, voilà, si sur la terre ça ne va pas, on peut aller sur la mer. Mais si sur la mer ça ne va pas, on peut encore se dire qu'il y a une option, aller sur l'aérien. Mais là encore, on voit une grande faiblesse dans la connectivité aérienne des pays. Et il faut se rendre compte à l'évidence que quelquefois, pour faire un transit ou un voyage ou une connexion entre deux pays africains, cela risque de vous prendre plus de temps que de faire peut-être 2, 3, 4 fois plus de cette distance-là pour aller en Europe ou dans les pays développés. Parce que dans les pays développés, le système aérien, les aéroports sont vraiment foisons. Les compagnies de transport sont vraiment légion à l'extérieur. Donc ce qui fait qu'entre les pays, la connectivité elle est très intéressante, que ce soit entre les pays d'Europe, d'Amérique ou entre ces continents et l'Afrique. La connectivité elle est très intéressante. Et comme nous le disons quelquefois, c'est encore même moins coûteux et moins énergivore en termes de temps de quitter l'Afrique pour relier par exemple l'Europe ou de quitter l'Europe pour rallier l'Afrique que de se
de se mouvoir au sein de l'Afrique entre deux pays, peut-être même qui sont limitrophes. Donc cela pose un réel challenge et un réel défi politique qu'il faut également relever. Un autre problème, c'est le manque d'études sous-régionales sur les meilleurs produits. Il faut dire que un pays ne peut pas faire du développement sans connaître les produits phares sur lesquels il faut s'appuyer pour pouvoir opérer les échanges avec l'extérieur. Parce que ici, il est question de parler du marché extérieur. Cela veut dire qu'au sein d'un pays, on a des échanges qui sont domestiques, donc intra-pays, mais on a aussi des échanges avec le reste du monde. Et donc, vous n'allez pas exporter ailleurs ce que les gens y font déjà. Vous allez juste vous demander quels sont donc les pays dont il manque, ou quels sont vos points forts, quelles sont les compétences, les spécialités que vous avez en termes de services, de produits, dont vous pouvez faire bénéficier au monde. Et là, au niveau régional, il n'y a pas d'études qui montrent les points forts et les points faibles des produits, qui montrent en fait les spécificités par pays. Il n'y a pas cette carte-là au niveau africain. Et donc, ce qui fait qu'il y a une grosse faiblesse dans la structure. Donc, quand il faut aller vers les marchés extérieurs, sinon, vous allez le faire, mais vous allez le faire vraiment à l'aveuglette. Donc, au-delà de la fluidité aujourd'hui des systèmes de transport, que ce soit par voie terrestre, aérien, ou par la mer, il faut comprendre que beaucoup d'autres pesanteurs sont vraiment en train de plomber cette zone de libre-échange. Et aujourd'hui, on peut remarquer clairement que quand on fait cette carte, qu'il y a un déséquilibre radical, flagranт et foisonnant, d'accord, dans les échanges. Prenons par exemple un pays producteur du pétrole. Vous allez vous rendre compte que le Tchad, par exemple, est un pays dont l'économie à l'extérieur est portée à presque 80% par le pétrole, parce qu'il peut exporter. Et donc, ça veut dire que si on évalue ce pays-là économiquement, il se fait un PIB, il se fait des ressources basées, disons qu'à 80% basées sur un seul produit, le pétrole. Alors que d'autres produits, par exemple, de l'Afrique occidentale, ce sont des pays, en fait, qui, pour atteindre les 80% de revenus, ont besoin de pouvoir dealer, traiter près de 70 ou 100 produits différents. Est-ce que vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, ce sont ces forces-là qu'il faut pouvoir développer. Et dans les solutions, on verra donc qu'il faut développer une complémentarité. Et l'un des derniers problèmes, qui mine encore la croissance ou l'opérabilité de cette zone de libre-échange, donc au niveau continental africain, c'est la concurrence des produits importés. Aujourd'hui, on peut importer des produits de la Chine. Et ce qui est fou encore, c'est que un produit qu'on prend en Chine peut être d'abord moins cher que des produits de même type locaux. Le transport peut être 10 fois plus rapide que le transport entre deux pays africains, alors que la Chine est à des milliers de kilomètres de l'Afrique. C'est un scandale aujourd'hui. C'est un scandale géoéconomique qui doit nous faire sortir de notre sommeil tellement la situation elle est préoccupante. Dans un contexte aussi morose, l'entrepreneur que nous sommes va se poser la question: par quel mécanisme je peux contourner l'ensemble de ces politiques non appliquées ou mal appliquées, ou en perte de vitesse ou en manque de stratégie? Comment est-ce que l'entrepreneur peut s'en sortir? J'ai prévu pour vous quelques stratégies, vraiment de haute stratégie, pour aider tout entrepreneur ou tout investisseur à pouvoir contourner. Vous voyez un peu, on a créé la zone de libre-échange pour contourner les barrières douanières et la faiblesse des échanges au niveau africain. Et on se retrouve avec une ZLECAf qui, elle-même, aujourd'hui, on a besoin de la contourner pour pouvoir aller à d'autres systèmes. Au rang de ces solutions, l'une des premières solutions, c'est de pouvoir établir des partenariats intelligents au moment de s'exporter. Naturellement, quand il s'agit des marchés extérieurs, nous parlons d'exportation, nous parlons de marché hors du marché domestique. Donc, il faut établir des partenariats intelligents au moment de s'exporter. Il faut s'appuyer sur les ressources locales des pays ciblés et surtout les intrants, les humains, la logistique. Je vais m'expliquer. Mais avant de vous apporter l'explication de cette stratégie, quel est l'objectif réel de cette stratégie de pouvoir établir des partenariats intelligents? Cette stratégie va viser ou bien a pour objectif essentiellement de contourner les barrières douanières qui sévissent et persistent à nos frontières entre les pays africains, alors que la zone de libre-échange devait normalement les faire sauter. Ça va également régler le problème du transport. Revenons donc à cette stratégie
d'établir les partenariats intelligents. Nous avons plusieurs cas. On peut avoir des services ou des produits. Nous allons nous intéresser à la production industrielle, agroalimentaire ou technologique, tant mieux. Les principes vont quand même être applicables dans les deux systèmes de la même manière. Admettons que vous soyez en train de lancer ou vous souhaitiez faire un investissement dans un pays A. Que vous avez réussi à faire l'investissement, vous avez implémenté le projet, vous avez mis tous les mécanismes et que le projet commence par fonctionner. À partir d'un moment, vous sentez le besoin de pouvoir vous exporter sur des pays à l'extérieur. Il faut comprendre que si vous décidez de faire la production dans les pays A, naturellement, vous allez vous retrouver soumis à des taxes douanières très élevées avant de pouvoir aller valoriser le produit à l'extérieur. Le but de cette stratégie, clairement, est de conseiller à un entrepreneur au moment d'aller dans un pays B, de pouvoir signer un accord avec une entreprise dans le pays B et de pouvoir s'appuyer sur les intrants de ce pays. Si nous prenons par exemple le domaine de l'agroalimentaire, pour un entrepreneur qui fait par exemple des conserves de tomates ou qui veut se lancer dans la production par exemple de dérivés de manioc, on peut se rendre compte que l'ensemble des pays par exemple de la sous-région ouest africaine sont spécialisés dans la production de manioc par exemple. Donc ça veut dire que cette ressource naturelle, elle existe et on peut la cultiver. Donc plutôt que de faire la culture dans le pays A, faire la transformation, passer par les barrières douanières, ajouter le transport, la logistique, avant d'aller se soumettre aux contraintes du commerce international dans le pays B, l'entrepreneur peut simplement trouver un partenariat intelligent avec un autre entrepreneur du pays B et demander simplement à pouvoir utiliser les intrants locaux. Utiliser la ressource humaine locale et une logistique locale pour faire la même production. Alors, l'entrepreneur du pays A va simplement exporter son intelligence et sa technologie. Donc, il faut dire clairement que cette première stratégie est basée sur l'export, non des moyens tangibles, des produits tangibles, mais plutôt de l'intelligence, de l'innovation et de la technologie. C'est ce qu'il faut retenir. Et donc, si nous commençons par transférer la technologie, on pourra avoir un moyen de contrôler cette technologie-là, soit en faisant des contrats ou bien des franchises ou en développant des succursales avec voilà, un mode de fonctionnement qu'on peut toujours créer et innover. Et donc, cela ferait que vous allez faire le même projet dans un autre pays, mais en tenant compte des réalités et de la production de ce pays-là. Passé cette première stratégie, on pourra donc penser à une deuxième stratégie qui est de reprendre des entreprises déjà créées. Au moment où l'entrepreneur qui a déjà fait ses preuves dans un pays A, par exemple, imaginons qu'il a fait, enfin, dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, il a déjà fait ses preuves et qu'il veut, par exemple, s'exporter au niveau de l'Afrique centrale qui est collée donc, à cette zone ouest africaine, il pourra donc simplement trouver une entreprise en difficulté, mais qui lui serait concurrente. Je m'explique. Une entreprise concurrente, c'est une entreprise qui ferait la même chose que vous sur son terrain, par exemple. Donc, vous trouvez une entreprise qui ferait pratiquement la même chose que vous, qui serait en difficulté, c'est une stratégie, nous parlons de stratégie, et vous lui proposez en fait de pouvoir lui venir en aide dans le but de pouvoir relever cette entreprise-là. Et en le faisant, vous allez donc développer une deuxième branche de votre entreprise et occuper également ce marché. Parce que l'entrepreneur qui est en train de sombrer, si rien n'est fait, son entreprise risque de disparaître. Et cela n'arrange pas non plus l'Afrique ou cela n'arrange pas encore le pays parce que ce sera des investissements qui sont tombés à l'eau, faillite. Et donc ça veut dire que cette stratégie va permettre non seulement d'optimiser les investissements qui sont déjà faits, mais de pouvoir les multiplier et puis leur permettre de pouvoir aller, voilà, de pouvoir grandir davantage et davantage. Et quel est l'objectif réel de cette stratégie? C'est de pouvoir surtout bénéficier de l'existant commercial, technique et économique pour pouvoir aller 2 fois plus vite sans contrainte. Voilà, donc cela éviterait à l'entrepreneur du projet de la zone A de pouvoir aller recommencer toutes les formalités. Parce qu'il faut dire clairement que dans cette stratégie, une entreprise qui est déjà créée dans un pays jouit déjà de l'aval de ce pays avec tout ce qui est système de fiscalité, système juridique et puis toute la paperasse qui va avec. Donc, un partenariat comme ça permettait donc d'éviter de recommencer le processus et de payer la création de l'entreprise, de payer en tant qu'expatrié ou bien étranger des charges lourdes. Parce qu'il faut reconnaître qu'au plan africain, lorsque vous êtes natif d'un pays, vous ne supportez quasiment rien sur la création d'une entreprise ou bien vous supportez beaucoup moins
qu'un étranger qui viendrait. Et puis les formalités également ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, elles sont plus lourdes quand il s'agit d'un étranger qui s'installe dans votre pays. Donc, ça permettrait aux entrepreneurs de pouvoir aller 2 fois plus vite en profitant du potentiel de cette stratégie. Troisième stratégie essentiellement, il faut qu'au niveau africain, les entrepreneurs se mettent d'accord pour commencer par implémenter des chaînes d'entreprises complémentaires. Les chaînes d'entreprises complémentaires auront pour objectif essentiellement d'exploiter les points forts de chaque pays. On pourra se rendre compte qu'un pays est plus à même de faire, peut-être que les pays qui sont au niveau de la côte sont plus à même de pouvoir faire un certain type de projet que les pays donc, du Sahel n'ont pas donc, de la facilité de faire parce qu'ils n'ont pas l'accès à la mer ou bien ils ont une pluviométrie assez capricieuse. Et donc, il peut y avoir une complémentarité pour pouvoir répartir partout en Afrique des parties ou des segments de production d'un bien pour pouvoir obliger les pays à s'interconnecter. Et cela voudrait dire que le produit donc, dont les différentes parties donc, de fabrication sont jetées partout en Afrique ne sera plus l'apanage d'un seul pays, mais va jouir des avantages contextuels et pragmatiques de tous les pays qui voient l'hébergement d'une partie de la chaîne. Et au plan économique, tous ces pays-là vont composer ensemble parce que c'est un profit. C'est un profit pour ces pays de manière économique. Et donc, c'est une manière également de pouvoir fléchir les contraintes douanières, de pouvoir fléchir les contraintes de procédure. Et quand vous avez créé une chaîne de valeur voilà, avec des entreprises réparties ou bien avec des industries réparties dans certains pays d'Afrique, naturellement, cela veut dire que vous pouvez déjà acquérir ces marchés-là très très rapidement parce que vous jouissez donc d'une législation et des considérations économiques avantageuses dans ce pays. Et donc, il faut dire que ces 3 stratégies, à mon sens, vont permettre aux entrepreneurs et aux investisseurs quelque peu de pouvoir démarrer l'implémentation de leur projet hors de ces contraintes douanières, hors de ces contraintes de la de l'implémentation ou bien imposée par l'implémentation difficile et capricieuse, sinon acrobatique de cette zone de libre-échange dans le but de pouvoir aider les entrepreneurs à pouvoir justement jouir de leur intelligence. Et surtout, nous savons qu'aujourd'hui, la diaspora a un poids économique excessivement fort. Et ça va être mes mots de conclusion. La diaspora a un poids économique excessivement fort dans l'économie des pays africains. Si on veut faire peut-être une parenthèse pour parler du Mali, aujourd'hui, on peut se rendre à l'évidence que si le Mali, malgré les contraintes et les barrières ou l'embargo qui lui a été imposé, donc d'être coupé du reste du monde, clairement, si ce pays-là arrive à s'en sortir, c'est parce que ce pays a joué sur 2 choses. Parce qu'il faut vous rendre compte que depuis que les restrictions ont été imposées au Mali, ce pays a augmenté, par exemple, pour le cas du coton, plus 40% sa production de coton. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les pays africains sont capables, si elles restent disciplinées. Au-delà de ça, on va se rendre compte que si ce pays ne coule pas sur le poids des sanctions qui lui sont imposées, c'est simplement parce que il y a beaucoup d'argent qui vient de la diaspora. Et cette diaspora fait pratiquement 800 000 Maliens à l'extérieur. Et c'est ceux-là qui apportent des capitaux, qui rapatrient les capitaux au Mali, ce qui permet à ce pays-là de pouvoir vivre. C'est pourquoi on a beau couper les échanges au niveau interafricain, au niveau sous-régional, mais ça n'aura pas de grandes incidences, même si nous savons que quand même les populations riveraines qui vivent du commerce, et nous savons que le Mali, c'est un pays qui est un pays de commerçants. Et ça, nous le savons. Et donc, ce pays-là arrive aujourd'hui à suivre parce qu'il y a un grand apport ou bien il y a un transfert considérable de capitaux de la diaspora vers ce Mali-là. Et il faut dire que quand on fait la proportion, les capitaux envoyés par la diaspora malienne dépassent largement et de loin le PIB. Et donc, clairement, il faut dire que ce pays profite de cela. C'est pour revenir au fait que nos entrepreneurs de la diaspora ou nos frères et sœurs de la diaspora ont une grande responsabilité aujourd'hui dans le soutien des initiatives de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà des complications avec les barrières douanières, avec des systèmes politiques et des systèmes de commerce qui devraient faciliter, qui ne marchent pas. Et donc, il faut que les capitaux arrivent de plus en plus pour que les entreprises construites par les Africains soient de plus en plus grandes, de plus en plus diversifiées, en prenant en compte l'ensemble des stratégies. Et peut-être pour terminer très rapidement, il faudrait que chaque entrepreneur africain arrête de réfléchir
petit. Il est temps aujourd'hui que les projets pensés puissent être des projets sous-régionaux ou des projets panafricains. C'est en cela qu'on pourra imposer le respect et prouver à nos dirigeants qu'il est temps qu'ils nous ouvrent les portes des pays les uns des autres parce que nous en avons besoin pour commercer et pour pouvoir échanger la technologie, les biens, les services et puis voilà, les visions. Donc, ce sera essentiellement ma conclusion pour cette conférence. J'espère que vous aurez profité ou que vous avez pu bien profiter donc, de notre développement et des solutions proposées en termes de méthodologie et de stratégies assez, voilà, assez techniques hein, au moment de faire voilà, de l'exportation de technologies ou commerciales, donc au moment de pouvoir s'exporter. Je vous remercie, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger cette thématique avec vous. Portez-vous, prenez soin de vous. Et encore une fois, félicitations et merci à l'organisation donc PIA qui a bien voulu lancer ce programme Facette 2022 et vivement les prochaines éditions. Et si vous m'avez suivi, je vous souhaite de nous retrouver à la prochaine édition. Auspicecom. Ciao, ciao.